Hey, c'est YouTube, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super bien et comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor, on va dire. Alors c'est un peu provisoire, vous inquiétez pas, c'est tout simplement parce que je reviens chez moi, donc forcément au niveau du décor c'est un peu le bordel quoi tout simplement. Mais vous inquiétez pas, pour la prochaine fois, ça sera réglé. Sur ce, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler un peu d'un sujet qui est, on va dire en partie au cœur d'un de nos problèmes de santé publique et qui est causé par à la fois notre évolution, donc c'est-à-dire notre génétique, et qui est également causé par notre développement technologique. Je vais donc vous évoquer aujourd'hui notre sédentarité et comment est-ce qu'on peut expliquer du coup cette sédentarité à cause de notre évolution, on va dire génétique, et en quoi cette évolution génétique elle est problématique à la vue de notre développement technologique, qui est en fait tout simplement un peu unique du fait que nous sommes des humains et que nous avons un développement technologique qui est sans pareil par rapport aux autres espèces animales. Et comme je vais avoir beaucoup à parler pour ce sujet, je vais diviser cette vidéo, enfin du moins ce sujet, en deux vidéos. Dans un premier temps, donc celle aujourd'hui, je vais vous parler je vais vous expliquer comment est-ce qu'on justement on explique la sédentarité, et que ce soit neurobiologiquement ou alors génétiquement parlant. Et puis dans une seconde vidéo, je vais évoquer tous les aspects pour justement lutter contre la sédentarité et justement essayer de trouver quelques clés pour améliorer notre vie d'ici, on va dire, des centaines d'années. Donc c'est parti pour la première vidéo. Bon, normalement c'est à ce moment-là où il y a un petit générique, mais bon, toujours après autant de vidéos, je n'ai aucun générique, donc c'est parti. Bon, tout d'abord, je suis obligé de vous évoquer ce qu'est la sédentarité pour la science. En fait, il s'agit d'être éveillé, c'est-à-dire donc comme là maintenant, c'est-à-dire que je ne suis pas dans une phase de sommeil, et qu'on est dans une position soit assise, soit qu'on est allongé. C'est donc pas nécessitement une absence d'activité physique intense ou modérée. D'ailleurs, de toute façon, les deux ne sont pas corrélés, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une forte activité physique régulière qu'on va pas forcément passer beaucoup de temps assis ou allongé. Hein, c'est pour ça que du coup, dans pas mal d'études scientifiques, on sépare les deux. Mais bon, en vrai, par souci de simplicité, dans la vidéo, je vais évoquer les deux aspects en même temps sous le même nom de sédentarité. Donc là-dessus, je pense qu'on a tous à peu près du coup la même définition de ce qu'est la sédentarité, mais voilà, c'était juste pour être clair là-dessus. Bon, tout à l'heure j'ai dit que c'était un problème de santé publique majeur, donc quelques chiffres du coup sur ce que cause la sédentarité pour la santé publique. Il faut savoir qu'un haut niveau de sédentarité, c'est associé à une augmentation de 112% du risque d'avoir du diabète. C'est également associé à une augmentation de 147% d'avoir un risque d'une maladie cardiaque. Associé à ce risque cardiaque, on a également une augmentation de 90% à peu près du risque de mourir d'une défaillance cardiaque. Et puis pour un peu noircir le tableau, on va dire, est associé à la sédentarité une augmentation d'environ 49% du risque de mourir, tout simplement, de toute cause confondue. Donc pour faire assez simple, finalement, plus vous allez passer de temps assis ou allongé devant la télé, et plus votre espérance de vie elle va être diminuée. Que vous fassiez du sport ou pas à côté, on s'en fout finalement. C'est vraiment le fait d'être assis qui importe. Donc si vous pensiez faire un footing tous les 3 jours pour compenser tout ça, ça sert pas à grand chose finalement, hein, donc le faites pas si vous voulez, ça changera rien. Levez-vous de votre canapé, quoi, finalement, c'est tout. Et c'est justement pour ça que finalement dans la science, on distingue la sédentarité, donc être assis ou allongé, tout en étant éveillé, et dans un autre côté, l'activité physique intense ou modérée. Mais bon, comme je vous l'ai dit, dans le reste de la vidéo, on mélange les deux, c'est pas un problème, vous inquiétez pas. Donc bref, tout ça pour dire qu'il est important de comprendre pourquoi est-ce que la sédentarité elle est présente dans notre société, et donc finalement, si on arrive à comprendre pourquoi on a de la sédentarité, on peut arriver à lutter contre la sédentarité. Et c'est là tout l'objet de la vidéo finalement. Et oui, parce que lutter contre la sédentarité, c'est aider des millions de personnes qui souffrent de la sédentarité. Il faut savoir que selon l'OMS, on a une épidémie de sédentarité qui cause des millions de morts chaque année, à peu près 5 millions de personnes meurent chaque année à cause justement de la sédentarité. Et juste à titre de comparaison comme ça, selon l'OMS, en 2012, le tabagisme, ça tuait environ 6 millions de personnes par an. Et à l'époque, le tabagisme, c'était la 5e cause de décès dans le monde. Donc comment vous dire que la sédentarité, dans le monde, elle fait à peu près partie du top 10 des causes de décès dans le monde.
Et c'est un peu un problème en fait, tout simplement parce que ça fait que seulement quelques années qu'on s'y intéresse réellement. Et ça, c'est clairement un problème. Bref, pour que je vous explique un peu la sédentarité et le faible niveau d'activité physique, il va falloir que je vous évoque le concept de comportement qui optimise le coût énergétique de nos mouvements. En fait, l'idée, c'est qu'avec notre évolution, on a sélectionné certains types de mouvements, et plutôt certains mouvements, qui sont très efficients, c'est-à-dire en fait tout simplement qu'ils ont une forte efficacité, c'est-à-dire tout simplement que pour prendre un verre, on a un mouvement qui nous permet de prendre très bien un verre, mais que d'un autre côté, il est très, euh, comment dire, il demande très peu d'énergie en fait finalement. Donc du coup, on a un rapport, si vous voulez, qualité-énergie ou productivité-énergie qui est très intéressant. Et c'est justement ça qui, à travers notre évolution, a été recherché. En fait, l'intérêt, c'est que à l'époque de nos ancêtres dans la savane, si jamais à un moment vous croisiez un lion, c'était intéressant d'avoir quand même un maximum d'énergie pour pouvoir vous enfuir. Bon, même si vous croisiez un lion, vous vous faisiez croquer quoi qu'il arrive, hein, mais c'est juste pour comprendre un peu. Et donc, pour finalement survivre et échapper à ce lion, hein, entre guillemets, il fallait qu'en amont de ça, on ne consomme pas trop d'énergie. Et c'est justement là l'intérêt finalement des comportements qui optimisent le coût de nos mouvements. Parce que ça permet d'économiser de l'énergie pour pour avoir finalement le même résultat. Bon, et finalement, comme notre espèce, elle a été confrontée pendant pas mal de milliers d'années à ces comportements où il fallait justement optimiser le coût énergétique, ça s'est inscrit dans nos gènes. Et donc, c'est toujours présent en nous. Et c'est un peu là aussi le problème. Parce que, ouais, clairement, aujourd'hui, dans nos villes, on va pas croiser un lion, quoi, donc ça sert plus à rien. Sauf que, c'est toujours écrit dans notre ADN, quoi, donc c'est un peu chiant. Le problème, c'est que notre génétique, elle évolue très lentement, même trop lentement par rapport à notre développement technologique. Bon, après, savoir que c'est notre évolution, ça sert pas à grand chose pour comprendre les mécanismes qu'il y a derrière justement ces comportements qui optimisent le coût énergétique de nos mouvements. Donc pour ça, va falloir que je vous explique un peu rapidement finalement les mécanismes neurobiologiques de ces comportements et donc de notre sédentarité. Pour réguler nos comportements, il existe deux types de processus. Ce sont les processus automatiques, qui sont des processus rapides, qui demandent peu d'énergie, mais qui sont inconscients. Et dans un autre côté, on a les processus qui sont dits contrôlés, c'est-à-dire que ce sont des processus qui sont conscients. Mais par contre, eux, ils sont un peu plus lents et ils demandent un peu plus d'énergie. Pour vous imaginer un petit peu rapidement ce que sont les processus contrôlés et automatiques, pour faire assez simple, quand vous marchez dans la rue et que c'est tout plat, eh bien le mouvement de vos jambes, c'est automatique. C'est ce qu'on appelle un processus automatique. Vous n'avez pas besoin de vous dire, là, faut que je mette mon pied à tel endroit, ou que je fasse en sorte que ma jambe fasse tel mouvement pour avancer. Ça se fait tout seul, c'est automatique. Par contre, à l'inverse, si vous êtes dans un chemin escarpé qui a plein de racines, de cailloux, etc., là, il va falloir que vous ayez conscience de où mettre vos pieds pour vous éviter de vous fouler la cheville, tout simplement. Et là, c'est du processus qui est contrôlé. Bon, généralement, ces processus, quand ils sont en phase, on va dire, quand ils donnent le même ordre, il n'y a pas de problème. Hein, parce que c'est le même ordre, donc voilà. Bon, par contre, quand les deux processus ils sont en opposition, c'est-à-dire que les processus automatiques, par exemple, sont en opposition avec les processus contrôlés, là, on a un problème. Parce que, alors, très très généralement, mais ça ne veut pas dire systématiquement, les processus automatiques, ils prennent le dessus par rapport aux contrôlés. Tout simplement parce qu'ils sont plus rapides et qu'ils demandent moins d'énergie. Donc, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit avant, vous avez très bien compris pourquoi. Et souvenez-vous bien que j'ai dit que c'est très souvent, mais pas systématiquement, et c'est important pour la suite. Enfin, pour la vidéo d'après, mais bon, abonnez-vous, quoi. Pour juste vous donner un exemple assez rapide, pour vous évoquer justement ce conflit qu'il peut y avoir entre les processus automatiques et les processus contrôlés, je vais vous parler rapidement des micro-expressions. Alors, c'est juste une parenthèse, hein, c'est pas un cours sur les micro-expressions, qu'on soit bien d'accord. En gros, le mécanisme derrière les micro-expressions, c'est que à un moment donné, vous allez ressentir une émotion en particulier.
Donc là, nos processus automatiques, ils vont activer certains muscles faciaux et ça va générer du coup une expression faciale. J'ai bien dit expression faciale, hein, pas micro-expression. Et si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous avez besoin de mentir et donc de cacher vos émotions, on va dire, automatiques, hein, celles que vous ressentez réellement, bah en fait vous allez avoir les processus contrôlés qui vont apparaître. Et là, l'idée de ces processus contrôlés, ça va être de créer, on va dire, ou de générer une activation musculaire, donc faciale, donc de générer une émotion faciale, une expression faciale, qui va être autre que l'expression que vous aviez avant. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un certain temps qui va apparaître entre le moment où les processus automatiques ils s'activent et où les processus contrôlés ils s'activent. Et ce gap-là, on va dire cette différence de timing-là, c'est ce qu'on appelle les micro-expressions faciales. Et c'est justement ça, en fait, qui est un exemple typique de conflit entre les processus automatiques et les processus contrôlés. Fin de la parenthèse, juste pour vous expliquer donc le conflit entre les deux processus. Bon, pour revenir sur le sujet donc, de la sédentarité, eh bien il faut savoir qu'on retrouve ce type de conflit-là dans justement la sédentarité. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la théorie affective réflexive de l'exercice physique. J'ai pas trouvé mieux comme traduction française de ça, désolé, hein. J'ai pas trouvé. Pour faire simple, les individus qui sont sédentaires, ils n'arrivent pas à suffisamment être motivés, donc ça correspond au processus contrôlé, et ils n'arrivent pas du coup à être suffisamment motivés pour se bouger. Tout simplement parce que rester au repos, ça est vu comme une récompense, et si c'est vu comme une récompense, c'est automatique. Donc c'est chiant quoi, parce que vous allez rester assis sur le canapé quoi, ou allongé. C'est chiant quoi. Et c'est justement ce qui explique la sédentarité. C'est que le processus automatique, il prend le dessus sur le processus contrôlé qui est de bouger. Bah ouais. Donc cette théorie affective réflexive de l'activité physique et de l'exercice, eh bien, elle est au cœur de nos problèmes, enfin du moins elle explique justement nos problèmes de sédentarité dans notre société. Donc elle est vachement importante à connaître. Bon, je vous ai dit que c'était une récompense le fait de rester assis, ou de pas bouger. Donc je suis obligé de vous expliquer un peu rapidement le circuit de la récompense dans le cadre de la sédentarité. Bon, et toujours pareil, je vais pas vous faire un cours sur le circuit de la récompense, on garde ça pour une prochaine vidéo qui portera sur l'addiction. Enfin, ça sera pas la suivante, mais ça sera après, quoi. L'idée, c'est qu'on va avoir un comportement ou un stimulus qui va être vu positivement. Et s'il est vu positivement, eh bien on va avoir tendance à vouloir soit le retrouver, soit le répéter, etc. Ça dépend du stimulus ou du comportement ou de n'importe quoi d'autre. Pour voir positivement un stimulus, il faut avoir été en contact avec ce stimulus. Et pour voir positivement un comportement, il faut avoir effectué ce comportement par le passé, au moins une fois. Et c'est là que ça devient intéressant. Souvenez-vous, je vous ai dit que les comportements qui optimisaient notre coût énergétique, eh bien ils étaient génétiquement définis. Et s'ils sont génétiquement définis, eh bien on va avoir tendance à naturellement les pratiquer. Et donc, spontanément, le bébé, il va avoir tendance à le faire, enfin à faire les comportements qui optimisent, en l'occurrence, son coût énergétique. Enfin, il va avoir tendance à faire des mouvements qui dépensent peu d'énergie. Enfin, par rapport à d'autres types de mouvements qui amènent au même résultat, évidemment. Quand le bébé, par exemple, il va apprendre à marcher, eh bien, à force de marcher, il va optimiser son mouvement et il va chercher justement à avoir une très faible dépense énergétique qui soit associée à la marche. Et c'est justement ça notre première exposition au comportement qui optimise notre coût énergétique. Et évidemment, comme c'est génétique, eh bien, ça se maintient toute notre vie. C'est-à-dire qu'un grand-père de 99 ans, eh bien, lui aussi, il va chercher à optimiser ses mouvements. Donc, toute notre vie, entre guillemets, on va voir positivement, justement, ces comportements qui optimisent nos coûts énergétiques. Bon, je suis désolé, au bout d'une demi-heure de rush, j'ai toujours pas trouvé d'abrégé pour ces comportements, hein, désolé. Et donc, comme on apprécie ces comportements-là qui optimisent notre coût énergétique, on les apprécie toute notre vie et on va les pratiquer toute notre vie, eh bien on va le chercher, on va dire naturellement, instinctivement, à les reproduire.
mais pas forcément parce que parce que c'est génétiquement modifié. On va le faire tout simplement parce qu'on les voit d'une manière positive. Bon, là, c'est vrai que depuis un moment, je vous parle de récompense, ça peut paraître un peu flou. Euh, Si je prends par exemple l'eau, l'eau, c'est une récompense pour notre corps. C'est-à-dire que notre corps, il apprécie l'eau, tout simplement parce qu'elle est vitale. Et ben en fait, les comportements qui optimisent notre coût énergétique, eh bien c'est ça en fait. Enfin, ils sont vus d'un point de vue très, enfin, la récompense, elle est liée à notre survie en fait. On a survécu grâce à ces mouvements. Donc du coup, notre corps, notre cerveau, notre génétique, qu'importe, les voit positivement. Comme l'eau, comme la nourriture, comme les rapports sociaux, comme le sexe, comme ce que vous voulez, quoi. Enfin, qu'ils soient liés à la survie, évidemment. Bon, j'ai un peu évidemment simplifié l'exemple, hein, mais c'est juste pour que vous compreniez le processus. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'on se retrouve naturellement, on va dire, attiré, orienté vers des comportements qui nous demandent peu de ressources énergétiques pour être effectués. Et ça, c'est la clé de la sédentarité. Bon, évidemment, depuis tout à l'heure, je vous parle un peu de trucs qui sont en lien avec notre génétique, notre évolution, notre système de la récompense, mais je vous ai pas réellement parlé de notre société, enfin de nos sociétés modernes. Prenons l'exemple du vélo électrique. Le vélo électrique, à la base, l'idée des ingénieurs et des chefs d'entreprise, quand ils ont créé ce produit, ils se sont dit, bah ça serait bien que les gens qui prennent la voiture ou qui prennent les transports en commun, ils fassent du vélo électrique. L'idée, c'est que bah ça demande pas d'énergie, quoi. Il y a une assistance électrique, donc ça demande pas d'énergie. Et le vélo, mine de rien, c'est quand même vachement pratique, quoi, parce que bah on paye pas de parking, on paye pas de ticket de métro, donc bah c'est plutôt intéressant. Et puis bah on maintient un bien-être. Et les ingénieurs à l'époque, ils se sont dit, bah tiens, si les gens ils se mettent au vélo électrique, eh bien ils vont après se mettre au vélo. Eh ouais. Le vélo électrique, c'était un moyen de transition finalement vers les vélos classiques, sans assistance électrique. Eh bien, un manque de bol, bah, il s'est passé exactement l'inverse. Eh ouais. Bah, en fait, il s'est retrouvé que la cible, on va dire, enfin, la clientèle type des vélos électriques, bah, ce sont les cyclistes, sans assistance électrique. Il y avait zéro personne qui prenait juste la voiture. Bah ouais, ça c'est nos comportements qui optimisent nos déplacements. Enfin, notre coût énergétique des déplacements. Bah ouais, parce que vous faites du vélo électrique. Bah vous allez plus vite, mais ça demande pas d'énergie parce que vous avez une assistance électrique. Donc en gros, tout simplement, si vous faites un trajet d'un point A au point B, bah si vous avez le choix entre un vélo classique et un vélo avec une assistance électrique, bah vous allez naturellement aller vers le vélo électrique pour optimiser vos déplacements. Enfin, vos mouvements là en l'occurrence. Enfin bref, vos déplacements au final quoi. Et au final, pour le même déplacement, bah vous allez économiser de l'énergie. Et au final, bah il y a toujours autant de monde qui prend la voiture aussi. Ou les transports en commun. Bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave, parce qu'on se dépense un peu. Mais il y a toujours autant de gens qui prennent la voiture. Et ça cause, en plus de ça, des problèmes de pollution, hein. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais toujours est-il que, bah, ça avait aussi l'avantage, on va dire, de diminuer la pollution. Bah, manque de bol, on a plus de vélos électriques et plus de voitures thermiques. Ouais. Et en plus de ça, on a moins de personnes qui font du vélo classique. Donc, ils se dépensent moins au quotidien. Et bah ça c'est un peu dommage quoi, parce que c'était vachement intéressant quoi le vélo. Vous entre guillemets vous payez un vélo 100 balles et après bah vous l'avez pour le restant de votre vie si vous l'entretenez bien, vous payez pas de parking et vous êtes emmerdé par personne quoi et vous faites du sport au quotidien. Bah là maintenant vous payez un vélo 500 balles, bah vous faites la même et vous crevez 5 ans plus tôt quoi. Génial. Donc tout ça pour dire que le vélo électrique il augmente la sédentarité. Bon, c'est un peu rapidement dit, hein, mais c'est un peu l'idée, quoi. Et on a aussi un peu le même problème avec la trottinette électrique. Alors, la voiture électrique, hein, vous l'avez compris, c'est pas le même principe, hein, parce que vous dépensez pas en voiture thermique, hein. Qu'on soit bien d'accord, j'ai rien contre l'électrique, hein. Bon, je sais que le vélo électrique, ça demande quand même de l'énergie, enfin, je veux dire, pas de l'électricité, hein, mais de l'énergie du fait de faire tourner le pédalier, etc. Alors oui, mais moins que le vélo classique. Et c'est là le problème.
Le vélo, en vrai, au-delà de l'aspect pratique en ville, que ça prend pas de place, etc., bah, d'un point de vue santé publique, le vélo, c'est génial. Vous faites du sport au quotidien. Si vous voulez aller au boulot, ou que vous êtes en ville, bah, vous prenez le vélo, et ça vous fait faire du sport. Et c'est vachement utile. C'est d'un point de vue santé publique, on sait que faire du sport, enfin, au moins que de ne pas être sédentaire, bah, c'est vachement intéressant, c'est vachement important. Ça sauve des vies, vraiment. Donc bref, tout ça pour vous dire que les vélos électriques, les trottinettes électriques, on peut même penser à la limite aux gyropodes, bah on oublie, hein. Parce que bah, vous n'allez pas faire de sport, ça va vous coûter une blinde et bah voilà quoi, c'est tout. Bon alors c'est pratique, hein, je ne dis pas le contraire. Pour les personnes qui en ont besoin, c'est génial, allez-y, ça va quand même vous faire du sport. Mais pour les personnes qui utilisent un vélo classique, une trottinette classique, vos pieds, bah gardez-les quoi. Bon, à la limite, si vous êtes juste un simple piéton, vous pouvez quand même y aller. Et après, vous pouvez vous dire, bah, go sur un vélo. Mais s'il vous plaît, pas l'inverse, quoi, parce que bah, sinon, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sédentarité, ça cause des morts. C'est une des principales causes de mortalité au monde, donc il faut lutter contre. Bon, et puis avec le développement de nos sociétés, bah, ça va être de pire en pire, alors habituez-vous quand même. C'est vachement important. Bon, et juste avant de finir, dernier exemple quand même, parce que bon, lui, j'étais obligé d'en parler. Je vais vous parler de l'ascenseur. Ouais, à la base, l'ascenseur, le but, c'était de faire monter des charges en haut d'un immeuble. Bon, en vrai, c'est super pratique, hein, ça évite de se défoncer le dos en montant des trucs hyper lourds en haut d'un immeuble. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, l'ascenseur, il sert plus à ça. Enfin, si, évidemment, mais il sert également à faire monter des humains, des personnes. Bon, évidemment, les personnes qui sont en fauteuil ou qui ne peuvent pas prendre l'ascenseur, prenez-le. Mais on va dire que les personnes qui n'en ont pas besoin, bah justement, elles n'en ont pas besoin de l'ascenseur. Si vous avez entre guillemets vos deux jambes et que vous arrivez à marcher et à monter les escaliers, bah ça sert à rien de prendre l'ascenseur. Bon, ok, si vous avez 20 étages à monter, je veux bien, hein, évidemment, mais le fait de prendre l'ascenseur sur quelques étages, bah ça vous empêche de bouger. C'est tout. Donc la prochaine fois que vous vous retrouvez face à une cage d'escalier et avec un ascenseur à côté, bah au lieu de prendre l'ascenseur, pensez au fait que si vous prenez l'ascenseur, bah vous allez moins vous dépenser. Par contre, si vous prenez les escaliers, bah certes, au tout début, vous allez peut-être être essoufflé si vous n'êtes pas trop sportif, mais au fur et à mesure, bah ça va aller. Et c'est ça justement l'intérêt, c'est que, entre guillemets, vous allez prendre les escaliers et vous allez faire un peu de sport, et ça c'est cool, ça c'est intéressant. Bon, résumons un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent. On sait que nos comportements sédentaires, ils sont expliqués par des processus automatiques qui sont en conflit avec des processus contrôlés, mais comme ils sont automatiques, eh bien ils prennent le dessus et donc on va effectuer justement les comportements qui sont en lien ou qui sont dits par les processus automatiques. De plus, nos comportements qui optimisent notre dépense énergétique, eh bien ils sont vus positivement par notre organisme, donc on va avoir tendance à naturellement les faire. Et enfin, on sait également que durant toute notre vie, on va chercher à optimiser nos comportements afin de dépenser moins d'énergie. Bon, maintenant qu'on connaît la mécanique, c'est bien utile. Tout simplement parce que si on connaît la mécanique, eh bien on va pouvoir trouver des moyens pour lutter contre justement la sédentarité. Et ça va se passer dans une prochaine vidéo. Donc si jamais vous voulez la voir, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera bien plaisir, et puis surtout bah, pour vous ça vous évitera de. Enfin, justement vous n'allez pas rater la prochaine vidéo. Donc cliquez quoi, ça me fera du bien aussi. De la dopamine, vous savez quoi. Bref. Bon, moi sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas non plus du coup à vous abonner, hein, pour pas vous rater la suite. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si si vous avez aimé, si vous trouvez ça intéressant. Pareil, vous pouvez la partager aussi, ça me fera aussi plaisir, tout ça aussi, parce que c'est intéressant, c'est sur la sédentarité et tout, ça touche tout le monde. Et puis bah moi sur ce, bah je vous dis à la prochaine.